Bonjour et bienvenue sur notre nouveau podcast de Ça vient des RH. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on a rarement abordé dans notre podcast, c'est les RH et l'organisation du travail. Donc hautement économique et intéressant à notre sens pour comprendre un petit peu mieux la société et les challenges qui entourent le milieu du travail. Et pour ce faire, nous avons un invité spécial avec nous que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Rémi Bourguignon, je suis professeur de gestion des ressources humaines dans une école de management public universitaire, l'IAE Paris-Est, à l'université Paris-Est Créteil. Et je suis spécialisé dans le champ de la gestion des ressources humaines sur les questions de relations sociales plutôt, les questions de syndicalisme, dialogue social, ce qui est une forme d'originalité de l'étudier ou de l'enseigner depuis la gestion, oui, qui est une discipline qui n'est pas très sensible a priori à ces questions. Et dans cette école de management, donc je dirige un master, je co-dirige avec mon collègue Michel Barabel un master qui s'appelle GRH dans les multinationales. J'ai créé également récemment un diplôme universitaire, ce qui peut nous intéresser, mais qui forme des représentants du personnel. Je pensais que tu allais y avoir des repris de justice. Non, pas encore, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, des représentants du personnel sur les enjeux contemporains du management, que sont la mondialisation, la financiarisation et la digitalisation. Donc on retrouve ces grandes questions sociétales. Et puis, je suis chercheur et mes travaux de recherche sont regroupés dans une chaire de recherche qui s'appelle, un nom très compliqué qu'on ne retient pas et qui est très long quand il faut le décrire, mais transformation et régulation de la relation de travail. Ah oui. Mais en tout cas, une chaire qui s'intéresse à la régulation du travail et qui cherche à voir comment on peut articuler, réconcilier des logiques plutôt de management, de gestion des ressources humaines, avec des logiques plus propres au dialogue social ou à la représentation du personnel. Ok. Très riche et très varié. Hyper intéressant, ouais. Mais ça change effectivement des thématiques. On a traité une fois, il n'y a pas si longtemps, des relations sociales. On a fait un épisode d'ailleurs qu'on a scindé en deux, mais c'est vrai que c'est généralement une thématique qui est peu... pourtant, c'est très demandé. On a fait un épisode tout à l'heure sur les compétences recherchées. Néanmoins, il n'y a pas beaucoup et de podcasts et de littérature sur ce sujet. Ça m'aurait intéressé, moi, de pouvoir suivre des cours de... Mais ce n'est pas trop tard, Claire. Oui. Non, mais bon, si, c'est un peu tard, mais pendant mon master. C'est vrai quand j'avais pas du tout d'approche... Quel âge avez-vous ? Vous avez plus de 20 ans, Claire ? Et oui. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous donner en préambule ta lecture, finalement, du marché du travail actuel ? Quels sont tes sentiments sur les enjeux, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais aussi sur la situation du marché du travail en France et peut-être à l'international, si tu as des idées de comparaison avec nos voisins européens aujourd'hui. Oui, alors si par situation du marché du travail, il s'agit de savoir si on est plutôt sur des marchés pénuriques ou des marchés plutôt avec un chômage qui serait important. C'est évidemment difficile de répondre parce qu'en fait, il y a des marchés du travail et avec des situations extrêmement contrastées suivant les activités. Mais je dirais que si on veut qualifier un peu ce qui se transforme sur cette histoire de marché, on voit vraiment une polarisation très forte là autour de trois formes de marché. Il pourrait y avoir des marchés externes qui sont plutôt orientés précarité. C'est-à-dire, effectivement, le marché est très fort, plus que les organisations. La régulation du travail passe par la loi de l'offre et de la demande, la concurrence, etc. Mais plutôt au détriment des travailleurs qui subissent un peu. Donc ça va constituer une partie du marché du travail. Mais on va aussi avoir d'autres activités sur lesquelles le marché du travail va rester le mode de régulation, mais cette fois vraiment à l'avantage des travailleurs. Là, on pense à tous les experts des nouvelles technologies, de l'IA, des data, etc., qui activent à fond la carte du marché et parce qu'ils ne veulent pas rester dans les organisations, parce que le marché leur permet à chaque fois de faire monter la rémunération. Et puis, il y a encore tout un tas d'activités qui fonctionnent avec ce que les économistes appellent les marchés internes du travail, c'est-à-dire finalement, les travailleurs sortent un peu du marché et vivent au sein des organisations, et c'est là que la gestion des ressources humaines joue un rôle extrêmement important. Et donc, ces trois formes de régulation restent présentes et on a le sentiment qu'elles se polarisent avec quelques marchés vraiment sur lesquels les travailleurs tirent leur épingle du jeu, mais d'autres dans lesquels, au contraire, les travailleurs sont plutôt en souffrance. Ouais.
Ok. C'est vrai que quand on a réfléchi notamment à l'épisode, c'est aussi évidemment le fruit de constats. Alors, on parle souvent, on aura l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, mais d'une nouvelle génération qui a ou aurait des attentes différentes de l'entreprise. Et on s'est dit, mais finalement, est-ce que pour que ça puisse fitter ou pour tenir compte des évolutions, on ne devait pas repenser le cadre? Et est-ce que le travail et l'organisation qu'on a connue, nous, depuis les 30 dernières années, on va pas pousser quand même, mais en tout cas, on va dire durant les 20 dernières années, est-ce qu'on va rester sur cette tendance-là ou est-ce que les choses vont complètement exploser? Et donc, c'est ce constat-là, on s'est dit ça peut être intéressant d'en faire un épisode dédié pour essayer de prendre un tout petit peu de hauteur. En général, on fait des épisodes très pratico-pratiques au sein de Ça vient des RH. Et donc là, ça a été de prendre un peu de hauteur sur les organisations. Et donc, est-ce que toi, dans ta perception des choses, et ça peut aussi passer par les relations sociales, tu vois des tendances par exemple au freelance, tu vois des tendances à des organisations qui sont de plus en plus, on sait qu'il y a des allers-retours entre de l'outsourcing, et puis c'est internalise, et puis c'est externalise. Est-ce que tu vois l'IA, c'est peut-être un peu tôt encore, mais une tendance de fond qu'on sent pousser ou pas réellement? Oui, alors moi comme universitaire, j'aime bien aussi me méfier des tendances. Et, c'est important. Et se dire que finalement les choses changent moins que ce qu'on imagine très souvent. Et qu'en réalité, on a souvent des débats très anciens et qui reviennent régulièrement et constituent et qu'on renouvelle souvent avec des mots un peu à la mode. Et en GRH, on est quand même particulièrement on confie par ces modes. Et c'est notre boulot à nous d'essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment du nouveau ou est-ce qu'on est sur des questions classiques, traditionnelles et en fait, on les renouvelle avec des mots, mais on est sur des choses sur lesquelles on a des savoirs un peu établis. Donc de ce point de vue-là, je dirais il y a toujours eu une grande variété d'organisation du travail. Il y a toujours eu des activités très taylorisées, des activités avec beaucoup plus d'autonomie donnée au travail. Les débats sont très, très, très anciens. J'étais avec des étudiants là, ce matin et on revenait sur quelque chose que tout le monde connaît quand on a fait de la RH, c'est les fameuses expériences de la Western Electric, la Aufern, vous savez, avec la lumière, etc. Et je leur faisais remarquer que c'est il y a 100 ans. C'était 1924. Ouais, vache. En 2025. Et c'était déjà des débats sur il faut organiser le travail autrement parce que le taylorisme crée de la souffrance, il faut reconnaître les individus, la reconnaissance au travail, leur donner plus d'autonomie. Voilà, c'est il y a une centaine d'années, donc il y avait déjà des débats très forts sur les formes d'organisation du travail. Alors malgré tout, il y a quand même des évolutions. Notre économie n'est pas exactement comme elle était il y a 100 ans. Alors sur les organisations du travail, je dirais cette variété reste. Mais peut-être ce qui me marque comme tendance importante, parce qu'elle commence à dater un peu, on pourrait la situer plutôt dans les années 80, le démarrage, mais elle reste d'actualité, c'est la tendance à vouloir centrer les organisations sur le cœur de métier, core competency, etc. Et donc tu disais, on a tendance l'outsourcing, pas outsourcing. Mais en fait, ça, je pense que c'est vraiment une donnée de fond par rapport à ces entreprises qui étaient des entreprises très diversifiées, notamment dans la période des 30 Glorieuses, etc. Avec la financiarisation de l'économie, on a vu apparaître ces entreprises très recentrées sur cœur de métier. Ça a été une vague. Les experts de stratégie parlent de la vague de recentrage sur cœur de métier au début des années 80, mais en fait, on n'en est pas sorti. Et les entreprises continuent aujourd'hui à être core competency, à externaliser au maximum. Et ça, pour nous, en gestion des ressources humaines, ça a des conséquences extrêmement importantes. Par exemple, parce que maintenant, on demande à un DRH d'être très flexible sur la masse salariale, qui doit pouvoir s'ajuster aux fluctuations économiques de l'activité, ce qui était un sujet qui était moins central avant les années 80. Donc, on pouvait avoir des formes d'emploi plus stables, des formes de rémunération elles-mêmes plus stables. On avait des amortisseurs en réalité qui faisaient que, quand une activité n'allait pas très bien, était compensée par d'autres, et bien ça, on l'a perdu. Et du coup, ça a transformé tout ce qu'on a pu voir, toutes les réformes depuis du marché du travail depuis les années 2000, c'est toujours pour aller vers plus de flexibilité, c'est-à-dire capacité à faire ajuster les effectifs plus facilement, ajuster les rémunérations plus facilement pour s'adapter à cette nouvelle donne économique qui est celle des entreprises recentrées. Parce qu'aujourd'hui, des entreprises diversifiées, il en reste quelques-unes, mais franchement, extrêmement peu. Et puis, ça nous a amené d'autres formes d'enjeux qui sont aujourd'hui importants et discutés à l'échelon européen, c'est les chaînes de valeur.
Et ces chaînes de valeur qui sont organisées au niveau mondial. Donc on voit bien que cette financiarisation et cette mondialisation ont des liens extrêmement forts. Et en fait, on a organisé des chaînes de valeur à l'échelle mondiale avec des grandes entreprises multinationales qui récupèrent en gros la richesse et qui gardent les activités à forte valeur ajoutée. Et puis on a externalisé chez des sous-traitants, des sous-traitants de sous-traitants, et puis encore rang 3, rang 4, rang 5, souvent à l'autre bout du monde, les activités qui sont moins rentables et dans lesquelles les conditions de travail sont évidemment extrêmement difficile. Et donc on voit bien là tout le débat qu'on a actuellement sur le devoir de vigilance en France et les fameuses réformes européennes là, qui tardent à entrer en vigueur parce qu'il y a un peu de résistance des entreprises, eh bien, pose clairement cette question de dire comment on organise maintenant le travail dans la chaîne de valeur. Et donc tous ces débats autour de la chaîne de valeur qui sont vraiment très présents maintenant sont aussi la conséquence de cette tendance de fond qui est à vouloir concentrer les entreprises sur leur cœur de métier. Et donc ces réformes visent à essayer justement de contrer un peu ce mouvement-là en disant mais soyez aussi responsables des activités induites par ce que vous faites et pas simplement de votre activité à vous. Okay. Il y a aussi, on ne parle pas forcément, ou en tout cas on va peut-être l'aborder, il y a aussi la temporalité qui à mon sens aussi a évolué, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur des cycles qui sont quand même assez courts. On le voit entre la crise Covid finalement, on se rend compte que c'est il y a 5 ans, mais depuis 5 ans on a eu aussi d'autres cycles, en tout cas d'autres bouleversements économiques qui ont eu un impact aussi sur l'organisation du travail. Il y a aussi cette notion-là, je trouve en tout cas, qui amène finalement à réfléchir aussi beaucoup plus rapidement, surtout quand on est en ressources humaines, sur comment on va organiser le travail. Alors, pas que nous, mais en tout cas, on a aussi notre part à jouer sur des cycles qui étaient peut-être un peu plus longs auparavant et qui nous obligent à être beaucoup plus vigilants maintenant. Oui, et qu'on va lier à des grands enjeux. La question environnementale. La crise Covid, elle est quand même totalement liée à cette question, avec des phénomènes environnementaux qu'on ne sait plus vraiment anticiper. On n'a plus la lecture. Avant, c'était à peu près cadré, quoi. On savait où on allait. Ce n'est plus le cas. Donc la question environnementale. Et puis alors là, vraiment dans le cœur de l'actualité, la question géopolitique, évidemment, qui on est au top, là. Des soucis majeurs aux entreprises sur la logistique, comment on se fournit, comment on assure la continuité de l'activité, avec même peut-être d'ailleurs un mouvement de démondialisation qui pourrait suivre si vraiment il y avait des conséquences lourdes. Mais c'est intéressant parce que ton point de vue, là, on en parle rarement, mais on a tendance à souvent parler c'est peut-être des épiphénomènes, en tout cas de se dire la durée du travail, elle n'a pas tellement changé en fait depuis quelques années. La flexibilité liée au télétravail, on voit bien qu'il y a plein d'entreprises qui y reviennent. Donc en fait, tous ces micro-phénomènes qui ne sont pas liés à ce que tu disais et qui c'est hyper intéressant, hyper structurant, comment on explique que ça, typiquement, ce soit des choses qui soient finalement assez similaires à ce qu'on a connu il y a 30, 40, 50 ans et que là où les salariés attendent des changements qui pour eux sont des changements importants, finalement au regard de l'organisation c'est pas tellement un sujet, quoi. Non, parce que fondamentalement l'organisation du travail tourne autour de quelques questions, l'autonomie, le contrôle, enfin des questions classiques entre lesquelles on fluctue. Donc les questions qui se posent aujourd'hui ne sont pas effectivement très différentes de celles qui se posaient il y a 30 ans, 40 ans, mais voilà, même sur des temps courts, on peut voir par moments, on va mettre un peu plus l'accent sur la liberté au travail. Là, vous rappelez-vous, il y a eu une mode, l'entreprise libérée. Ça va m'énerver, ça va me crisper. Il y avait les 4 jours de travail aussi. On avait vraiment l'impression qu'on était rentré dans un autre monde. Et puis là, ça y est, on n'en parle plus. Voilà. Bon, en fait, on était dans des choses qui reviennent assez régulièrement. En gros, sur ces questions-là, on voit bien aussi, c'est lié à des grandes crises. Quand il y a des grandes crises du capitalisme, on va reparler un peu plus du travail, de la liberté au travail, parce que en gros, il n'y a plus rien à redistribuer. Donc quand il n'y a plus d'argent, on parle de l'organisation du travail. Et puis quand ça va un petit peu mieux, on reparle redistribution et on parle un peu moins d'organisation du travail. Donc il y a des fluctuations un peu de ce type-là, mais qui font qu'effectivement, les questions sont souvent les mêmes. Et alors là, il y a quand même, si on reste sur le télétravail, il change quand même pas mal la donne, là, pour le coup. Même si on voit là, dans de très court terme, une forme de recul d'un certain nombre d'entreprises par rapport à ce qu'on disait il y a 2 ans, 3 ans, mais probablement qu'on est quand même sur un changement majeur de rapport au travail avec cette question. Ok, d'accord. Après, c'est vrai que là, on en parle, et je pense qu'on va en reparler un peu après, sur la digitalisation, on a un peu dit, l'outil sera au service des salariés, des collaborateurs, ce qui permettra, comme tu le disais, de pouvoir vous recentrer sur vos missions. Bon, on ne va pas parler de Max Weber qui était sur les bullshit jobs. Enfin, voilà. Moi, je dirais que dans les tendances qu'on peut observer, c'est de plus en plus de gens diplômés. Donc, ça change quand même les organisations. Je trouve aussi que j'ai le sentiment que dans les années 70 ou 80, il y avait notamment le côté des ascenseurs, l'ascenseur social. Il y avait quand même une sorte d'évolution possible, mais pour quelqu'un qui partait de rien.
l'impression que les choses sont plus figées. Donc, si j'étais un peu cynique, j'ai pas le sentiment que ça a forcément été dans le bon sens. Il y a plein d'exemples de gens qui pouvaient commencer en bas, guichetier, et qui finissaient directeur. Alors, il y en a toujours. C'est devenu portion congrue, malgré l'aide des outils. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un discours qui est raconté. Et après, concrètement, je trouve que ça pédale dans la choucroute. Donc, je ne sais pas si on y a gagné, en fait, avec tous ces trucs d'outils. Alors, peut-être certaines boîtes, évidemment, c'est pas ça que je veux dire, mais en tendance, je trouve que la promesse de valeur, pour moi, elle n'a pas rempli les promesses qui étaient annoncées aux salariés, aux RH, parce que c'est qu'on est plus sur les RH, mais aux salariés, aux RH. Moi, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment été efficace. Ouais, alors c'est compliqué sur cette question de digitalisation, parce qu'il y a, en fait, il faudrait presque prendre le problème en distinguant plusieurs types d'outils. Parce qu'effectivement, il y a tous les outils liés à la capacité à travailler à distance. Alors là, pour le coup, ils se sont mis en place massivement, ces outils, et ils ont transformé, je pense, le rapport au travail. Par contre, si on parle des outils de type intelligence artificielle qui transforment les processus de production ou le travail lui-même, on est encore au début. Et on fait beaucoup de conjectures, on fait beaucoup d'hypothèses. Les gens commencent à utiliser maintenant ChatGPT, etc. au travail, mais c'est encore assez récent. Et il y a beaucoup d'activités dans lesquelles on n'a pas vraiment encore introduit l'intelligence artificielle. Donc ça, on ne sait pas trop. En fait, moi, je n'étais pas forcément sur l'IA, mais je sais que l'une des promesses, notamment souvent qui est faite au RH, c'est l'outil va vous permettre de vous recentrer sur l'humain et donc passer du temps avec eux. Sauf que la réalité, c'est que l'outil doit de la data. Donc on passe plus de temps à alimenter de la data, plus de temps à analyser la data, plus de temps à expliquer la data. Donc je suis navré de dire, mais je ne vois pas où, moi, ça a fait véritablement faire remettre le HR au cœur des organisations, mais dans le sens salarial. C'est là où je dis que la promesse de valeur, le fameux cœur business, de recentrage, on a plein la bouche. Moi, je suis perplexe sur ce point-là. Non, mais effectivement, alors c'est quand même en lien avec l'IA, parce que c'est vrai qu'il y a cette promesse de dire, par exemple, on va développer des outils RH basés sur l'intelligence artificielle, et effectivement, ça va libérer le DRH qui va pouvoir se concentrer sur l'humain, etc. Effectivement, on dit parfois les RH augmentés, là, sur les... Voilà. Mais effectivement, on ne l'observe pas. Et il y a deux raisons à ça. Il y en a une, c'est qu'en réalité, quand on fait des gains de productivité, les boîtes en profitent plutôt pour réduire les coûts. Et donc, on supprime des postes en RH. Hein, donc, on pourrait s'amuser à faire ça, à regarder le développement de la technologie et puis l'effet sur les employés. Donc, dans les boîtes, on sait bien qu'il y a de moins en moins de personnel RH pour gérer les salariés. Et donc, en fait, quand on les libère du temps, on en profite plus pour faire des économies que pour redéployer ce temps RH sur d'autres activités. Et puis, il y a autre chose, c'est dès qu'on déploie ces outils, on a des plus grandes capacités, on va faire plus d'activités RH. Vous voyez, dernièrement, je discutais avec une boîte qui a créé des outils de RH pour faciliter les mobilités, pour qu'il y ait un meilleur matching entre les postes disponibles, etc. Et il était tout content de dire, ça marche, la preuve, les entreprises dans lesquelles on a déployé la solution, on a vu une augmentation par je ne sais plus combien de pourcents du nombre de mobilités. A priori, ça peut être bien, mais à chaque fois qu'il y a une mobilité, il y a du travail administratif pour accompagner cette mobilité. Donc en fait, en augmentant le nombre de mobilités, on a explosé le temps de bureaucratie et le temps nécessaire pour accompagner le temps de gestion, qui devient extrêmement important. Donc en fait, ce temps n'est pas vraiment libéré. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait plus d'activités et plus de mobilité, plus de recrutement, plus de formation, et ça génère à côté tout un travail de type bureaucratique qui fait que les RH ont le sentiment parfois de faire plus de bureaucratie aujourd'hui qu'ils n'en faisaient auparavant. Et donc ça, c'est un paradoxe. Hein. C'est-à-dire que en fait, on ne libère pas de temps. Oui, mais ça, oui. On régénère avec ces outils, on génère plus d'activités, donc en fait, on est encore plus débordé. C'est pour ça et vous savez, il y a toujours ce paradoxe, on a l'impression que les outils se développent, on nous dit qu'on va avoir du temps, et en fait, c'est pour on ça n'en a jamais. Et on est toujours plus débordé. Plus on met d'outils, plus on est débordé. C'est les parce outils ont besoin de mise à jour, ont besoin d'alimentation humaine, donc effectivement, c'est hyper chronophage finalement. C'est ça. Et ça demande des compétences en plus que parfois on n'a pas, donc il faut se mettre à niveau. Enfin, c'est toujours un peu complexe de ce point de vue-là. On va faire une transition, Pierre, peut-être sur la Gen Z. Oui, sur peut-être les nouveaux acteurs qui arrivent sur l'organisation. Non, j'avais mal en fait, j'ai mal à mon épaule. Voilà, maintenant tout le monde est au courant. C'est pas forcément sur le sujet, mais merci en tout cas de le souligner, Julien. Non, mais il y a en tout cas des acteurs qui arrivent sur le marché du travail et on voit que il y a un bouleversement. En tout cas, ce qui est dit,
qu'il y a un bouleversement. Après, est-ce que c'est la réalité ? Je ne suis pas forcément convaincu. On parle de la Gen Z qui arrive sur le marché. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une nouveauté ou est-ce que finalement c'était le même typologie de changement qu'on a pu avoir dans les années précédentes ou est-ce que c'est un gros bouleversement qui nous attend ? Alors sur ces questions de génération, on est quand même très polarisé. Parmi les chercheurs, j'ai des chercheurs qui croient beaucoup à cette affaire de génération et qui analysent tout par le prisme de la génération. Et puis on a les plus sceptiques. Alors moi je suis plutôt dans la deuxième partie. Sur ces lectures, effectivement on nous le fait à chaque fois. Les générations arrivent, à chaque fois on nous dit que c'est un autre monde qui arrive, etc. Et puis bon, là encore une fois, ça ne change pas tant que ça en réalité. Les études un peu sérieuses sur le sujet, qui ont vraiment, il y a des études qui datent pourtant, mais qui étaient vraiment très claires. Il n'y a pas de changement majeur de génération. C'est-à-dire il n'y a pas de rapport au travail très différent. On a toujours globalement les mêmes attentes. Par contre, les comportements peuvent varier parce qu'ils s'adaptent à des environnements économiques. Évidemment, les jeunes au travail ne se comportent pas aujourd'hui comme nous on pouvait se comporter quand on a commencé et comme nos parents pouvaient se comporter, mais parce que l'environnement économique n'était pas le même, les boîtes n'étaient pas organisées de la même manière, la promesse faite d'ascension sociale ou la promesse faite par le marché du travail n'étaient pas les mêmes. Donc si aujourd'hui, par exemple, on dit les jeunes ne veulent pas rester dans les entreprises, ils veulent changer souvent, parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus de promesses de long terme et que ce qui est important, c'est d'avoir de l'employabilité. Et donc à partir du moment où ils gèrent leur employabilité, ils ne restent pas longtemps dans les boîtes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins attachés au travail ou à bien faire leur travail. Ils ont des comportements différents. Donc en fait, souvent, ce qu'on observe comme ça, c'est des effets de contexte, plus que des effets de génération à proprement parler. Bien sûr, à l'instant où on le regarde, ils n'ont pas tout à fait le même comportement, mais parce qu'ils ne sont pas dans le même contexte. Et peut-être que nos parents, on les aurait mis dans ce contexte-là, ce ne serait pas comporté comme eux se sont comportés. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de génération au sens où on serait ontologiquement différent. Non, les jeunes ne sont pas ontologiquement différents de ce qu'on est, de ce qu'on est. Je suis assez d'accord sur le fait qu'en effet l'organisation provoque un changement et que de ce fait forcément on va avoir les changements vont être quasiment identiques parce qu'en effet je pense que quel que soit l'âge on va avoir aussi on sait que maintenant l'employabilité on n'est plus sur une visibilité à 20 ans. Ça autant je suis assez d'accord, autant sur les attentes qu'ont la nouvelle génération versus d'avant, notamment sur la partie engagement, sur la partie un peu l'engagement vers la productivité. Je trouve en tout cas moi, en tant que professionnel RH, qu'il y a un changement. Déjà ça se voit quand on fait du recrutement, on se rend compte des questions qui sont posées, qui sont peut-être pas forcément liées tout de suite au travail, mais plutôt vraiment à des attentes plutôt qui ne vont pas forcément avoir avec le sujet finalement. Au perso que plus au perso, ils essayent plutôt de se rassurer sur est-ce que ma vie personnelle va être impactée versus est-ce que la curiosité du travail, quoi. Alors je caricature peut-être aussi, ou en tout cas je ne l'exprime peut-être pas d'une manière conventionnelle, mais il y a ce côté-là qui, moi, je trouve qu'il y a ce changement-là quand même. Oui, mais qu'il y a un changement sociétal. Oui. Je pense que même nous, on est plus préoccupé par notre vie privée qu'on l'était peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce que la question est devenue plus légitime. Donc je pense qu'il y a un mouvement sociétal. Et eux, ils arrivent, et évidemment, ils sont le porteur de ça. Et donc ils l'expriment de manière probablement beaucoup plus forte et beaucoup plus caricaturale. Mais en fait, c'est un mouvement de fond. Les demandes de télétravail aujourd'hui, c'est pas que les jeunes. Ceux qui disent je veux organiser ma vie professionnelle en fonction de ma vie privée. Parce que j'ai des contraintes familiales, j'ai des loisirs, je veux habiter à tel endroit et je demande à télétravailler pour m'organiser comme je veux. C'est pas les jeunes, ça. Non, c'est même l'inverse. C'est pas. Et donc, je pense qu'on est sur une tendance sociétale. Il y a une transformation du rapport au travail, notamment sur du très court terme, avec cette affaire de télétravail. Mais du coup, les jeunes absorbe ce discours et peut-être effectivement le ressort de manière caricaturale. Mais ça souligne autre chose. Il y a toujours un choc culturel dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a toujours les seniors, les juniors, et donc on dit c'est parce que la génération est fondamentalement différente. Mais on sait bien, et puis on le rappelle tout le temps, il y a toujours eu, à toutes les époques, il y a toujours eu un clash entre les plus jeunes et les plus âgés. Les plus âgés reprochant toujours aux jeunes d'être moins investis, moins engagés, etc. Ça a toujours existé. Mais en fait, ça traduit aussi quoi ? Ça traduit aussi le fait que quand les jeunes arrivent, ils ne sont pas acculturés au monde du travail. Donc ils ne le disent pas comme il faut. Ils n'ont pas le bon vocabulaire, ils n'ont pas les bonnes attitudes, ils n'ont pas les codes de l'entreprise. Et donc ils s'expriment de manière un peu brutale pour quelqu'un qui, par contre, est dans l'organisation depuis
20 ans, 30 ans, 40 ans, qui lui est complètement formaté dans l'entreprise, il sait ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, et il est un peu heurté par le discours un peu frontal des jeunes, qui vont apprendre par contre assez vite à se comporter. Ouais, mais il y a quand même l'émergence quand même de l'alternance qui est arrivée et qui augmente là depuis quelques années. On pourrait se dire ils sont quand même alternants, ils découvrent déjà le milieu du travail, ils sont quand même confrontés aussi aux problématiques, que ce soit en termes de comportement, de posture, et finalement on se rend compte quand même que même dans leur premier job, ça bégaye encore, alors qu'on se dit qu'ils ont quand même 3-4 ans de recul. Alors, c'est pas non plus des salariés, on sait très bien que l'alternance, mais ils ont quand même cette curiosité en tout cas, ils ont été, oui, en tout cas, acculturés, et on se rend compte quand même que cette curiosité, elles l'ont pas forcément quand même. Je temporiserais quand même, en tout cas, moi, de ma vision, je me dirais que l'alternance pourrait faire un essor sur cette culture-là, et finalement, on la retrouve pas beaucoup. Oui, juste peut-être pour compléter, je partage le côté génération, je pense que c'est aussi devenu un truc très marketing, certains font leur beurre, il faut être très clair sur la génération Y. Le fait que le télétravail, je pense aussi que c'est vraiment demandé, surtout par les trentenaires et cadras, pour des raisons d'organisation personnelle, et que c'est pas surdemandé par la nouvelle génération. En revanche, je dirais que pour moi, les évolutions que j'ai pu observer, c'est le manque de rigueur, ça, c'est objectif, malgré le fait qu'il y a eu une inflation des diplômés. Ça, c'est quelque chose qui est objectif. On a de plus en plus de gens diplômés qui sortent avec des masters, et pour autant, on a le sentiment que parfois le niveau de maîtrise des usages fondamentaux ne sont pas là. Aussi bien en français, en mathématiques, j'en suis même pas à des... Donc ça, c'est quand même, je trouve, une vraie différenciation qui quand même est interrogeante. Je pense que le fait que l'école est moins exigeante aussi se traduit à un moment donné dans l'entreprise. Et que quand on arrive, nous, à mettre des no-go ou mettre une organisation, c'est très compliqué. Parce que, avant, ce que l'école faisait, pas 300 ans, mais pour dire, désolé, non, c'est pas bon, c'est -1, on se dit, il y a quand même des règles. Que là, moi, j'ai vu des cas, c'est affligeant. Je suis désolé de le dire, c'est atterrant. C'est vraiment des gens, pour certains, dont le niveau, pour moi, dépasse même pas une 3e. Et ça, c'est un phénomène qui est quand même problématique. Je parle de diplômés. Donc, autant derrière un rapport au travail, ça, moi, j'entends aisément, et c'est logique en soi. Je trouve que les choses peuvent évoluer, mais je pense que c'est un rapport à la contrainte, moi. Donc, du coup, je ne pense pas que ça soit vraiment lié au travail. Je pense que c'est un rapport à la contrainte, à l'engagement, à la maturité, qui est quand même questionnante. Et l'entreprise, la question, c'est est-ce que c'est à l'entreprise de s'adapter? Mais l'entreprise, elle a des clients, l'entreprise a une organisation. Si moi, je viens taper à midi, je ne veux pas que le serveur me dise désolé, je n'étais pas là, ou je ne me suis pas levé le matin. Et je me dis, à force de dire c'est normal et on doit s'adapter, la France n'est pas seule au monde, quoi. Donc, moi, c'est le point d'interrogation que j'ai quand même sur cette tendance de fond. Oui, mais c'est une question importante. Par définition, une entreprise, c'est une organisation du travail, et une organisation du travail, c'est contraignant. Donc, ça contraint les individus. Et effectivement, quand il y a une demande de ne pas avoir de contraintes, on va avoir à un moment donné des frottements, quoi. Donc, il y a des choses qui permettent... j'allais dire, de lisser un peu ces tensions. Justement, le fait qu'on arrive à avoir des organisations un petit peu plus souples, sur les horaires. On n'est pas obligé de démarrer tous en même temps, comme à une époque où on était sur un travail très manuel avec un atelier qui rythmait. Il y a le fait qu'on puisse faire du travail à distance. Donc, il existe des souplesses qui font que ça peut limiter. Mais effectivement, s'il y a un refus de la contrainte, c'est un refus de l'organisation du travail. Et le refus de l'organisation du travail, effectivement, à un moment donné, va générer de la conflictualité. C'est très probable. Et t'en penses quoi? Parce que moi, je trouve ça hyper intéressant ce que dit Julien sur le niveau aussi par rapport au master, qui je trouve est déjà... On a vu fleurir quand même un certain nombre de masters, alors pas forcément en RH, mais je pense au marketing, par exemple, qui est la grande tendance de fond de ces dernières années pour les entreprises, du fait de la digitalisation. Peut-être aussi la fracture du numérique qui a été très forte là, sur cette nouvelle génération, et du coup impacte profondément les mœurs, et ça se traduit forcément dans le travail. Mais toi, quel est ton sentiment sur justement, en plus en étant professeur, de ces niveaux finalement de master qui fleurissent notamment les entreprises privées un peu partout, et où au final le minimum maintenant c'est d'avoir un master quand tu as une licence bof, alors que parfois certaines licences professionnalisantes sont plus intéressantes que les masters. Quel est ton sentiment toi vis-à-vis de ça, sur l'exigence de l'éducation? Je ne suis pas sûr de savoir répondre. À la limite, j'ai envie de dire, vous avez une vision plus précise que moi, justement, sur cette expérience des gens d'entreprise. Moi, je les vois côté université comme prof. Alors après,
j'ai probablement de la chance. Je suis dans une université où on a de bons étudiants. Et en tout cas, c'est vrai que les IAE, pour le coup, sont réputés quand même. Même les facs, je pense que les facs maintenant sont redevenues plus sélectives. Oui, c'est ça. J'allais y venir, parce que j'aimerais bien avoir votre point de vue aussi. Est-ce que c'est dans les petites... Nous, évidemment, on dénonce régulièrement tout un tas de petites écoles qui ne forment pas, qui n'ont pas de profs, qui n'ont pas... Voilà, et... j'aurais tendance à penser que c'est aussi les gens qui sortent de ces écoles qui ne sont pas formés et qu'à l'université, on maintient l'idée qu'on a des corps enseignants, qu'on a des enseignants-chercheurs et qu'on essaie de les accompagner. Alors effectivement, moi je suis en IAE et les IAE sont des écoles qui sélectionnent. Voilà, moi j'étais dans un autre IAE auparavant, mais ce sont des écoles qui sélectionnent et les maîtres d'apprentissage qui suivent mes étudiants, puisque mes étudiants sont en apprentissage, disent le plus grand bien des... Je suis très rarement confronté à des maîtres d'apprentissage qui se plaignent des étudiants. Donc j'aurais tendance à dire qu'il doit y avoir probablement là aussi une forme de polarisation sur ces questions-là. Mais tu as raison, le niveau de master est maintenant devenu le minimum et il y a une forme de massification de la formation dessus. C'est une vraie difficulté, je pense, pour les entreprises aussi. Et nous, un enjeu pour nous en tant qu'universitaires, c'est comment on éclaire aussi le marché du travail sur ça. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'indifférenciation. Oui. Donc nous, on plaide beaucoup, les IAE, on dit les écoles universitaires de management, pour bien le souligner, parce que voilà, on veut se distinguer d'écoles privées, notamment, pas toutes les écoles privées, il y a des écoles privées évidemment de très très bonne qualité quand on est sur les écoles de haut tableau, mais il y a tout un tas d'écoles Surtout que en fait, la promesse des écoles à l'époque, c'était de dire, à la différence de la fac, nous on propose des stages qui permettent à nos étudiants, comme le disait Pierre, notamment avec les alternances, d'arriver formés sur le marché du travail et d'être tout de suite opérationnel. Et on se rend compte dans les faits qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que les niveaux sont plus suffisants, et du coup, la fac redevient un peu tendance sexy, avec des niveaux plus élevés, notamment sur la partie management, parce que j'imagine que dans les masters, il y a encore de la micro-macro-éco, ce genre de choses, donc des maths, a fortiori. Donc des fondamentaux. Voilà, des fondamentaux, et qui sont nécessaires et du bon sens, finalement, quand on arrive en entreprise, et très peu maîtrisés. Moi, j'ai fait une école de co. Je trouve que j'ai plus appris en prépa qu'en école. Et pour le coup, j'ai pas appris ma profession en prépa. Mais ça m'a plus servi en termes de rigueur, en termes d'adaptabilité, en termes de capacité de travail, que mes années en école. Et du coup, moi j'ai fait du droit, donc j'ai un truc un peu comme ça, un peu une organisation, voilà, ça m'a quand même beaucoup aidé en termes de fac. Je dirais qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, il y avait, comme tu l'as dit, il y avait relativement peu, il y en avait des gens qui sortaient de marketing, de digital, de quoi, mais relativement peu. Là, c'est des bataillons complets qui déboulent. On se rend compte pour certains que le niveau n'est pas là. Ça va générer des frustrations, parce que certains, moi je le dis, en bout de 2 ans, 3 ans d'alternance, ils ont déjà fait 5 boîtes. Parce qu'en fait, on se les refourgue. Et ils vont arriver, j'imagine, ils vont dire, moi j'ai un master, pourquoi la France n'est pas foutue de me recruter ? Parce qu'en fait, t'es pas bon, quoi. Clairement. Et qu'à un moment donné, il ne faut pas le dire, parce que c'est faut être tout gentil, bienveillant, tout ce qu'on veut. Et en fait, il n'y a pas eu de sélection à l'entrée. On suit, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a alternance, la boîte paye, donc de toute façon, vous pouvez être une crêpe, vous allez faire vos études. Et nous, quand on les voit, il y a un vrai problème de projection, un problème de gestion de projet. Et là, je suis navré. C'est pas une question d'entreprise et de culture d'entreprise, ça n'est plus ça. C'est vraiment une incapacité à prioriser. Et les outils, moi, un truc qui me frappe, c'est que je pense que, en tout cas moi, j'ai vu quand on faisait des recherches, Internet a été un outil d'accélération. Là, en fait, comme ils sont nés, alors je ne parle même pas de ceux qui arrivent, comme ils sont nés avec tout facile, contrairement à l'image de créa, etc., en tout cas, moi, je suis désolé, je vais prendre les pubards, là, les publicités étaient quand même vachement plus créatives dans les années 90 que maintenant. Donc, on nous vend un truc pour dire, il y a de la créativité, il y a l'idéation. Moi, non, quoi. Je suis navré. Entre tout est fait, beaucoup sur ChatGPT, des outils se copie-collent. Et en fait, je pense que ça ne les aide pas. En fait, c'est ça qui m'atterre, c'est que plutôt qu'être de temps un peu plus exigeant pour dire, en fait, je fais ça pas pour t'emmerder. Prends une feuille, prends un crayon, écris, c'est pas pour t'embêter, mais j'ai l'impression qu'il y a des écoles, moi, qui me disent, en fait, vous n'êtes pas le seul à vous plaindre, Julien. Je suis, mais ça me rassure pas du tout. Et on a l'impression qu'eux, en fait, ils ont lâché l'affaire. Moi, j'ai échangé la dernière fois avec une maître d'apprentissage, une prof, et elle me dit, moi, je viens de la fac, et elle dit, je suis atterré des niveaux. Et c'était dans une école privée. Elle dit, je sais même pas quoi vous dire. Ouais, mais là, il y a un problème. En même temps, l'objectif aussi de certaines écoles, c'est plutôt d'être rentable sur leur c'est un diplôme, problème. plutôt que de savoir la finalité des sortants et se dire est-ce que le niveau de formation est bon ou est-ce qu'on va être fier des étudiants, on n'a rien à faire. Avec des discours en plus qui sont hors sol, où on va te dire en sortant de master que tu vas être responsable et que tu vas avoir un poste à 50K.
forcément, tu peux pas avoir un discours non plus autrement que celui-là là, quand tu viens de lâcher quelques milliers d'euros, que ce soit en apprentissage ou par le biais d'un prêt étudiant ou par le biais de tes parents. Donc il y a aussi cette exigence-là. Je pense qu'on a aussi, on est plus sur un modèle où on a envie d'éduquer, on a surtout envie d'être rentable, d'avoir de l'argent et que d'année en année, on puisse avoir des partenariats avec des entreprises qui vont pouvoir lâcher de l'argent pour l'alternance. Enfin, on va pas se mentir. Je dis pas que toutes les écoles sont comme ça, Non, bien heureusement, sûr. mais et c'est ce que tu disais, Rémi, c'est le côté où tu as quand même un gros vivier d'écoles, généralement à distance, où en fait, dès qu'ils ont signé le contrat d'apprentissage, ils savent très bien qu'ils auront l'argent, ou en tout cas, par le biais, en tout cas, ils auront quelque chose. Et après, ils n'en ont rien à faire de savoir est-ce que la personne va avoir un apprentissage, une entreprise. Est-ce que l'entreprise va proposer une mission qui soit en cohérence avec le diplôme? Parce qu'il y a certains, pour être membre de jury de master, quand on est devant des étudiants, quand ils passent un master RH, et du coup, c'était quoi ta mission? J'ai fait facturation. D'accord. Mais c'est RH, ça? Non, mais on m'a donné que ça. Bon, ouais. Et la personne va valider son diplôme. Tu te dis, non. En fait. Du coup, après, le rapport à l'entreprise, il me semble quand même compliqué parce qu'on regardait tout à l'heure, il y a un étudiant sur 2 qui regrette son orientation. Or, il n'y a jamais autant d'accès aux études, autant d'accès à tout qu'il y a 40 ans finalement. Donc, on voit bien que le truc ne fonctionne pas. Et je crains qu'effectivement ce rapport de gens qui, désolé, ne sont ni faits pour suivre des études, ni faits pour prendre des postes à responsabilité. Du coup, quand ils arrivent et qu'on leur demande de l'indépendance, on se retrouve avec des gens qui, en fait, eux, il y a 40 ans, seraient, désolé d'être un peu dur, mais ils seraient restés secrétaires et c'était très bien. Et là, on les retrouve parachutés à des postes de chargé de digital de je sais pas quoi, et ils n'ont pas les niveaux pour le faire. Et ça va changer quand même l'organisation pour en revenir à la thématique. On va avoir des gens qui vont vous regarder et qui vont dire « je ne comprends pas ce que tu veux ». Je trouve que parfois, je disais d'ailleurs, on ne se comprend plus. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, qu'on peut avoir des points de friction, parce que je suis d'accord avec toi, comme tu disais, on peut arriver plus tard, ça c'est ok. Mais tu dis ok, donc là on ne se comprend même pas en fait. Et ça je trouve que c'est inquiétant. Mais ce qui est intéressant, moi je suis plutôt content de vous entendre parce que j'ai le sentiment que le marché va peut-être faire la différence entre les différentes écoles, les formations, et peut-être qu'à un moment donné ça se verra. Mais parce qu'il y a pendant longtemps quand même c'était l'université bashing quoi. Oui, il fallait prendre des gens dans les écoles. Et pourquoi? Et pour une notion qui est intéressante, là aussi on va toucher un paradoxe. C'était la professionnalisation. On attendait d'une formation qu'elle professionnalise les étudiants. Et nous on est toujours un peu embêtés avec ça parce que on est obligé de reprendre un peu ce discours. Alors, nous aussi, on professionnalise les IAE, on professionnalise, etc. Mais en fait, la professionnalisation, elle est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui ont appris de la technique, très bien, mais en fait, ils ne comprennent pas, effectivement. Ils n'analysent pas, ils ne comprennent pas les organisations dans lesquelles ils sont, ils ne comprennent pas les codes sociaux, et ils ne sont pas capables de voir les enjeux. Donc, nous, pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on défend le côté universitaire, c'est qu'on dit on doit... la rigueur conceptuelle, la rigueur théorique qu'on vient apprendre dans les formations, elle sert aussi à former des esprits. Donc quand tu dis j'ai plus appris en prépa finalement, alors que pour le coup c'est pas professionnalisant, mais j'ai plus appris là que plus tard quand j'ai appris mon métier, oui, parce qu'on apprend grâce à la théorie cette rigueur et on sait se confronter à la contrainte là pour le coup, parce que la théorie et le concept c'est pas toujours très simple. Mais ça n'a pas bonne presse. Et nous, on essaye de faire ce gros travail pour le valoriser, mais j'ai encore beaucoup, mais même de professionnels RH qui disent, je ne donnerai pas de nom, mais qui interviennent devant mes étudiants et qui disent vous inquiétez pas, moi je ne vais pas vous enseigner de la théorie, sous-entendu la théorie ça ne sert à rien, moi c'est de la pratique. Non, la théorie elle sert à ça. Mais parce que je pense que... en fait, là, c'est juste qu'on mesure les conséquences. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ce discours, j'aurais pu le tenir en disant on ne va pas avoir des bataillons. Et j'ai fait un truc quand même un peu théorique, mais on ne va pas avoir des bataillons de gens qui, quand ils arrivent dans l'entreprise, ne comprennent pas. Le problème qu'il y a, c'est que là, on voit ce que ça donne 10 ans, 15 ans plus tard. Et on se dit ah oui, mais alors, ce n'était pas du tout le projet, en fait. On s'est dit, je pense, mécaniquement, la théorie est acquise. Il faut leur donner une touche de professionnalisation. En réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a sorti la théorie, on les a professionnalisés et quand ils arrivent, ils sont retirés d'un esprit où ils peuvent conceptualiser, challenger, questionner, interroger. C'est ça moi je suis désolé, de jeunes, j'attends ça. Qui disent attendez, pourquoi on fait ça? Mais j'ai vu ça ailleurs. Et en fait, l'esprit critique. Et c'est ça que t'attends des jeunes, en fait, un esprit critique. Et c'est intéressant, on parlait de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quand même fortement développé sur la formation de niveau Bac+5. Et ça peut être une bonne chose, mais en confondant pas les rôles. C'est pas à l'école, c'est pas à nous de professionnaliser. Moi, je prétends pas professionnaliser un étudiant. En réalité, il va se professionnaliser quand il va être dans sa boîte, quoi. Enfin, c'est là qu'il va se Et donc, l'apprentissage a ça de bien, c'est qu'il se professionnalise en entreprise. Mais à l'université, on est là
effectivement pour les aspects plus théoriques et conceptuels. Et c'est vrai qu'il y a des regards à changer sur cette question-là. Souvent je m'amuse parce qu'il y a encore peu de temps, même sur notre site internet à nous, c'était écrit l'apprentissage c'est vachement bien parce que vous venez apprendre la théorie à l'université, vous l'appliquez en entreprise derrière. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et en fait, j'aime bien renverser le truc en disant au contraire, vous allez vivre des expériences en entreprise et venez à l'université pour les mettre en question, pour les discuter, pour mieux les comprendre et les mettre en perspective. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Clairement. Mais pour ça, il faut effectivement qu'on assume les enseignants-chercheurs et que la recherche, elle sert aussi à ça. Mais il y a... Vous savez, chez un certain nombre d'universitaires, il peut y avoir une forme de complexe parce qu'on a tellement vanté la professionnalisation qu'on a du mal à dire on est université, on fait de la recherche, etc. Parce qu'on a l'impression que c'est pas bien, quoi. Ça va faire fuir les étudiants. C'est surtout que l'alternance, maintenant, elle sert à payer les études hors de prix des étudiants dans les écoles privées qui n'ont pas les moyens de payer 30 000 balles ou de faire un prêt ou qui n'ont pas papa-maman pour leur payer leurs études. Et du coup, l'alternance, c'est faire payer les entreprises des diplômes hors de prix des étudiants. Pour moi, c'est devenu ça. C'est devenu un business. Maintenant, c'est décrit. On a même des rapports parlementaires qui sortent. Ça commence à se voir de partout. Enfin, on le voit dans la boîte. Des restes à charge qui sont phénoménaux. Enfin, le truc, tu peux négocier, de toute façon. Alors, moi, j'avais appris, tu peux négocier 10 000, 8 000, 5 000, 4 000, 2 000. Tu peux négocier ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'après, ils sont lâchés. Il n'y a pas d'encadrement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne se retrouve pas avec des niveaux de master qu'on avait il y a 20 ans. Mais pas tant. Moi, j'aurais eu la même... J'aurais pas été plus intelligent. Moi, la même chose maintenant, je serais pas trop plus fut-fut. C'est juste qu'on le paye dans les entreprises en point de main de productivité. C'est ça qui me gêne. Et à l'autre spectre, on a les seniors. Parce que voilà, on s'est dit, on va un peu tacler tout le monde aujourd'hui. Ça va être plus rigolo. Vous pourrez d'ailleurs ne pas être d'accord. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça, donc on a une nouvelle génération qui a un rapport à l'entreprise différent, un rapport à la formation différent, un rapport à la contrainte un peu complexe. Et de l'autre côté du spectre, en France, on a une population vieillissante. On le voit, parce que comment déjà la guerre démographique, donc comment il avait dit le président, je ne sais plus comment il avait dit. Il fallait qu'on refasse des enfants, oui, c'est ça. Je ne sais plus ce qu'il avait sorti. Et l'idée, c'est évidemment que ces vieillissements a un impact sur les organisations. Alors, indépendamment de la réforme des retraites, je te la gèle, je te la remets, je te la secoue. On voit bien qu'en France, on a des difficultés plus que dans les autres pays, on a des difficultés pour garder les seniors. Comment on l'explique? Est-ce qu'il va falloir un changement total et comment ça peut se traduire? Parce que si on doit rester à travailler jusqu'à 67 ans, que je comprends pour des raisons économiques, c'est pas ça le propos, mais fondamentalement, est-ce que les organisations actuellement sont prêtes en France? D'ailleurs, ils font pas ça, mais... Mon sentiment, c'est plutôt non. Je pense qu'on ne sait pas bien faire sur la question des seniors. On connaît les recettes, on dit souvent il faut effectivement assurer la transmission de connaissances et de compétences depuis les seniors vers les juniors. On a des dispositifs qui permettent de faire ça, mais on a du mal à les activer. Il faut quand même, on est dans un pays où en fait les seniors ont été pendant très longtemps la variable d'ajustement. Quand on restructure, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Première variable, c'est les seniors. Et même la vague des plans de départ volontaire, on est tout content parce qu'on fait du départ volontaire. Mais en fait, départ volontaire à plus de 50%, c'est des départs de seniors. C'est de la pré-retraite déguisée. Et dès qu'il y a une restructuration, c'est le premier réflexe, aussi bien côté RH que côté syndicat. Première chose qu'on fait, c'est qu'on fait partir les seniors, comme ça on protège l'emploi de plus jeunes, etc. Et donc, on a intégré ça que c'est plutôt les seniors qu'on va faire partir. Donc aujourd'hui, les entreprises sont embêtées parce que si on décale effectivement l'âge de départ en retraite, à court terme, on va avoir un problème pour faire nos plans de départ. Ça va moins marcher. Là, ça va moins marcher à court terme. Et puis, c'est cette variable d'ajustement qui va progressivement disparaître. Mais on a intégré ça. Et donc, vous voyez, on est dans un pays où on veut sortir du marché du travail. Donc, les seniors, en fait, on attend le moment où ils vont partir. Et donc, on arrête de les gérer et on se focalise plutôt sur les plus jeunes. Donc, il faudrait, là aussi, un changement culturel important et regarder la question des seniors autrement et anticiper beaucoup plus les fins de carrière. Alors là, je pense notamment à ceux qui sont sur des activités pénibles. C'est les gens qui sont sur des activités pénibles, difficiles. Je ne sais pas comment on va les garder jusqu'à ces âges-là, alors qu'on sait qu'il y a quand même des problèmes majeurs d'espérance de vie et d'espérance de vie à la retraite, quoi, qui sont très faibles. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus une partie des seniors hors emploi compliqué, dur, pénible? Est-ce qu'il n'y a pas non plus des seniors qui ne sont pas non plus adaptés actuellement au nouveau marché du travail? Parce que en tout cas, il y a une tendance quand même sur les réseaux où on dit à chaque fois c'est aux entreprises de faire des efforts vers les seniors pour les embaucher, pour les maintenir le plus longtemps possible vers l'emploi. Est-ce que c'est pas non plus aux seniors de s'adapter aussi, de se réadapter
à ce nouveau marché-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a peut-être une tendance un peu à victimiser, je trouve, les seniors, en disant les pauvres, ils n'arrivent pas à être embauchés, ils sont toujours les derniers un peu à roue du carrosse. Enfin, on entend il y a toujours des bonnes recettes, puis bizarrement, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc visiblement, les recettes, elles ne doivent pas être très bonnes. Et en plus, on nous rabâche quand même les mêmes, donc depuis 15-20 ans. Donc c'est pour ça que moi, ça m'interpelle en me disant, est-ce que c'est pas non plus aux seniors de faire un effort, c'est peut-être dur de dire ça, mais de se dire la chirurgie esthétique, non, on plaisante. On plaisante. Ce que je veux dire là, c'est que est-ce que les seniors ont aussi les compétences de maintenant? Est-ce que c'est aussi, il y a peut-être aussi à ce niveau-là qu'il faut faire aussi. Je veux bien que l'entreprise doit faire des efforts sur tout, mais est-ce que c'est pas non plus à ces acteurs-là aussi de faire des efforts pour arriver à s'intégrer aussi? Mais je pense que dans un certain nombre de cas, ils sont assez peu incités finalement à développer, à renouveler les compétences. Et finalement, dans nos modèles d'emploi, dans les entreprises, on est quand même sur des gestions de carrière, on reste sur des modèles avec une forte stabilité de l'emploi en réalité, notamment sur nos seniors. Donc ils arrivent à un moment donné, c'est quoi l'enjeu? Ils arrivent au bout de leur carrière, il n'y a pas tellement de perspectives de renouvellement, ils sont dans des grilles de rémunération où ils sont plutôt en haut des grilles. Confortable, clairement. Oui, ils ne sont pas incités. Il n'y a aucune incitation. Et même la formation, en fait, on le voit. Au début, on est dans une progression très rapide et puis après, ça devient flat. Et en fait, c'est pour ça que dans les offres d'emploi notamment, on ne voit jamais recherche un profil avec 30 ans d'expérience. Non, jamais, parce qu'on considère qu'en fait, entre 0 et 5 ans, 5 et 10 ans, tu as une progression assez forte et qu'après, finalement, ça se stabilise. Et ce que tu disais aussi, c'est de dire on est dans un emploi confortable, à un